Allez. C'est parti. Donc là, aujourd'hui, bonjour à tous. On va faire notre 6e webinaire. Donc, un petit rappel du chemin parcouru depuis le début. On a parlé du legacy, on a parlé Attends, je vais juste faire entrer tout le monde. Est-ce qu'ils ont réussi à entrer? Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire rentrer, Stéphanie, par exemple, tu peux me faire rentrer? Oui, je peux. Merci. Parfait. Donc, Nina, t'occupe pas de ça. Voilà, parfait. Donc, on a parlé du rétrodoc, on a parlé des notions des agents, on a parlé de souveraineté, on a commencé à parler de l'usine agentique la dernière fois. Cette fois-ci, on va aller bien plus loin. On va vous expliquer justement comment une usine peut traiter des tickets de A à Z et comment on peut faire en sorte que ça s'améliore avec le temps. Avant de faire ça, je vais rapidement passer la main à Fabrice. Donc, il y a toujours des gens qui viennent se greffer et qui n'ont pas vu les épisodes d'avant, donc on fait un petit rappel. Je prends 2 minutes. À Strasbourg, j'ai eu une discussion passionnante. C'était organisé par le SIGREF avec des gens très intelligents qui avaient des certitudes sur l'agentique et qui pensaient qu'un agent, on lui donne les bons documents, on lui donne les bons outils et demain, il va résoudre tous les problèmes. Je suis sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est comme un être humain, c'est-à-dire que même ça a un contexte. Nous, on a un cerveau et en général, on peut être très fort dans quelque chose, mais on n'est pas fort dans tout. Donc en réalité, moi, depuis très longtemps, je dis que l'agentique, ça va être bien, mais il faut comprendre qu'on est dans du context engineering. C'est-à-dire qu'il faut, si on ne veut pas surcharger son contexte, lui amener les bons éléments au bon moment. Une fois qu'on a compris ça, et c'est très simple, ben ça se passe bien. Et le problème de l'agentique pure, où on lui amène tout le temps avec tous les outils, ben très vite, il est surchargé. Donc, il diverge et il fait des bêtises. J'ai toujours été persuadé de ça. Quand ça fait 3 ans au moins que je dis aux gens, l'agentique, si jamais vous le prenez comme de la recherche et vous le laissez faire complètement, ça ne marchera pas. Les gens me prenaient pour un fou. Là, les chiffres sont terribles ces temps-ci. C'est pour ça qu'on va sortir 4 livres. On a sorti le premier livre blanc, qui est un livre blanc pour expliquer le développeur augmenté et pourquoi il y a des limites et pourquoi ça ne marche pas ces temps-ci. Il ne faut pas donner aux développeurs des cloud code ou des outils comme ça tout seul. C'est les chiffres qui le disent. Les grands cabinets ont sorti des chiffres qui sont très intéressants. Depuis qu'on a laissé des outils aux développeurs pour développer en autonomie tout seul, le nombre de choses qu'on a dû corriger a posteriori, c'est-à-dire que a été multiplié presque par 9. Pourquoi? Si jamais vous faites un petit développement tout seul d'un côté, c'est facile, ça va bien marcher. Parce que il va vous donner des règles qu'il a appris lui dans son entraînement. Par contre, quand vous êtes dans un gros système, eh bien, il y a déjà des règles, mais il ne les voit pas toutes ou c'est caché dans sa mémoire. Et lui, il va recréer des nouvelles fonctions et ça va vite devenir le plat de spaghettis. C'est pour ça qu'on voit que les revues de code sont obligées de corriger plus de choses. Et donc, ça demande beaucoup plus de temps aux développeurs et une augmentation du temps de review qui est très important. Mais comme au bout d'un moment, ça semble bon parce que c'est tellement bien écrit, les gens, ils laissent passer plus de bugs. Il y a 54% de bugs en plus. Des incidents en production étaient multipliés par 3 parce que justement, c'est très verbeux, ça augmente la vitesse individuelle, mais au global, c'est pas bon. Et ce qu'on a vu, c'est que sur des POC, ça faisait 31% d'augmentation du retour sur investissement. En réalité, on est à peine à 7 et plutôt sur des projets très encadrés. Donc, la réalité, c'est que non, laisser aux développeurs des agents tout seuls qui font tout d'un bout à l'autre, ça ne marche pas.
Et aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est justement le concept de l'usine, c'est-à-dire que c'est un encadrement de ce qu'on lui apporte. C'est toujours des agents, mais on vérifie qu'à chaque niveau, il a exactement les bonnes informations pour bien réaliser sa tâche. À toi, Paolo. Justement, on va passer la main à Paolo pour qu'il puisse vous expliquer un petit peu les étapes différentes de notre usine agentique et vous expliquer tout ça en détail. On va finir avec une petite vidéo pour vous montrer. Très bien, je prends la main. Paolo, ingénieur chez Auxil, responsable du développement de l'usine. Donc, on va vraiment rentrer dans le détail de comment on a implémenté cette vision de l'usine, nous, à Auxil. Donc, cette usine, on l'a découpée en 5 grands groupes gérés par 2 entités, le superviseur et le worker. Ces entités ne sont pas des agents. Il s'agit de programmes donc, qui fonctionnent de manière déterministe. L'objectif est de faire tout ce qu'on peut faire de manière déterministe. On le fait en script. Là où on veut de la plus-value d'un agent IA, on le fait avec un agent, mais de manière encadrée. Donc, ces 2 processus travaillent de concert pour aller récupérer les tickets sur GitLab. L'objectif est de partir d'une DOR, un ticket avec des specs corrects, prêt à être pris par un développeur en temps normal. Eh bien, notre usine logicielle part du même point de départ. À partir de là, le ticket est pris, il est raffiné, il est instancié dans un environnement isolé pour que le deuxième processus, le worker, puisse travailler dessus dans un contexte isolé et enchaîner les différentes étapes que nous avons programmées de cette usine pour arriver jusqu'à un bout qui est la création de la MR. Et c'est donc là que la main revient au développeur pour revoir le travail qui a été produit. Donc, on va enchaîner sur qu'est-ce que l'usine voit comme data pour pouvoir travailler correctement. Donc, premièrement, le ticket GitLab, géré par toute la partie superviseur, qui va récupérer ce ticket, sa description, et qui, en fonction d'informations, comme la priorité ou même un label déclencheur, va décider de prendre ce ticket et de l'injecter dans ce pipe de l'usine. À partir de là, le contexte projet, qui est vital pour le bon développement, qui constitue les guidelines du projet, donc un ensemble de documentation qui viennent détailler comment vous faites le code dans votre environnement, mais aussi la code base. Après tout, il n'y a rien de plus juste dans un projet que de vérifier le code qui est produit dedans. Et un manifeste d'exécution qui est en fait un historique d'étapes qui est tenu par le worker. Dès qu'il travaille, dès qu'il avance, il note ses informations et son avancée dans ce fichier qui fait office de feuille de route et qui est monitoré par le superviseur et retransmis sur le ticket directement sur le logiciel de gestion de ticket. On le verra sur la petite présentation tout à l'heure. À partir de là, on a un petit peu ce cœur d'usine, mais qu'est-ce que le cœur de l'usine finalement? Je vous ai parlé d'étapes qui s'enchaînent. En fait, il y a plusieurs types d'usines. Nous, on a identifié 3 profils de ce catalogue à Auxil. Un profil light, qui ne fait pas de test unitaire, donc vraiment pour le développement très rapide. Un profil simple, qui inclut, on va dire, un bon équilibre pour du ticket en production. Et un profil full, qui, lui, a plus tendance à s'attaquer à des tickets de type épique, qui nécessitent des redécoupages. Ces 3 catalogues mettent en évidence en fait le besoin d'avoir une usine modulable, pouvoir rajouter des étapes, enlever des étapes. Certains projets auront des étapes supplémentaires de review, de validation, de qualité, de métrique qu'il faut intégrer à ce principe d'usine. Et c'est ce qu'on répond avec cette solution-là. Donc, une grosse différence qu'on rencontre avec notre usine et ce qu'on faisait il y a un an. Alors, il y a un an, on faisait quoi? On prenait un agent, on lui donnait un ticket, on lui dit bah, fais le ticket et on regarde le code qu'il produit. Cette façon de faire sans cadre produit beaucoup d'hallucinations et du code qui diverge énormément de la réalité de la code base. Pour ce faire, nous introduisons un sujet qui s'appelle les guards. Les guards, il s'agit de petits scripts déterministes qui viennent enfin vérifier des petits critères. Chaque étape de l'usine possède une liste de critères à vérifier. Nous allons prendre ça avec un exemple un peu plus concret qui est la création d'un plan. C'est assez courant aujourd'hui de créer des plans avant de passer au développement. Et la création d'un plan, comment on vérifie qu'un plan est correct finalement? On vérifie qu'il contient toutes les sections qui sont définies dans l'aspect des plans. On vérifie que les fichiers qui sont nommés existent bien, ou alors qu'il s'agit bien de fichiers de création. On vérifie que le fichier ne fait pas 10 lignes, qu'il en faut plus. Toutes ces petites validations indépendantes viennent valider la qualité de l'étape de plan. Et donc, ces étapes qui sont isolées et indépendantes viennent communiquer entre elles à travers un système d'artefacts qui est en réalité ce que produit l'étape. Donc, dans le cadre d'une étape de plan, il s'agit d'un fichier Markdown qui contient le plan en lui-même. Et ces petites validations, qu'on appelle des guards, viennent garantir à tout moment qu'une étape s'est bien passée. Et on n'est pas sur un système où on accumule les hallucinations au fur et à mesure des étapes pour arriver à quelque chose qui a complètement divergé à la fin, qui revient au principe de l'agentique sans cadre. Donc, par la suite, quand on a un processus aussi complet et qui passe à travers autant d'étapes, on rencontre des erreurs. C'est normal, ça fait partie d'un processus d'usine. Ces erreurs, il faut savoir les catégoriser,
les récupérer et rebondir sur ces erreurs-là. Donc, en fonction de ce qu'on rencontre, notre usine décide de catégoriser en fonction d'où vient le problème, où il a été détecté, par quelle guarde, et en fonction du problème, on est capable de remédier. Si c'est un problème de qualité, on peut relancer l'étape avec un rapport explicatif de ce qui manquait. Si c'est un problème de configuration, on peut essayer de la corriger. Mais des fois, il y a des configurations qui ne sont pas corrigeables, qui viennent en fait de la structure même de l'usine. C'est là où c'est important et on s'est dit, finalement, vu qu'on fait du développement avec l'usine, qu'est-ce que l'usine ne peut pas corriger sur les problèmes de l'usine? Un peu un système récursif. Eh bien, c'est à ça qu'on arrive, à un système d'auto-amélioration où quand on rencontre un problème qui est un peu plus retors, qui n'est pas facilement, on va juste demander de récupérer toutes les statistiques qu'on a, toutes les données, tout l'historique de l'usine, sur tous les tickets qu'on fait faire, et on va demander à l'usine de refaire du travail dessus. Et une fois que le travail sur l'usine a été validé et qu'on a rencontré un problème sur un ticket, on décide de changer l'usine automatiquement et de faire ce ticket. Il faut vérifier que le changement, il marche bien pour tous les tickets, qu'il n'y ait pas un changement qui marche que pour le ticket qui n'a pas abouti. Eh bien, c'est là où on a un système de metaverse, comme ça qu'on l'appelle, qui permet en fait de valider que le petit changement d'auto-amélioration, il est vraiment fonctionnel à l'échelle sur tous les tickets. Peut-être qu'on aura le temps de le présenter, on y reviendra plus tard. Donc, je vais continuer avec une petite démo directement qui va montrer un petit peu tout ce qu'on voit à travers ces étapes-là. Et je vais un peu vous le commenter. Donc là, vous pouvez voir un ticket client qu'on a. Et donc, ce ticket, vous voyez qu'il a une spec assez précise qui est définie par nous et qui permet de s'assurer que la qualité en amont est prête, déjà pour que le développeur sache ce qu'il doit faire dans les faits, mais l'usine est dans le même cas. Il faut savoir exactement ce qui doit être fait, comment on le valide, critères d'acceptation, etc. Donc, nous, on utilise GitLab comme logiciel. Donc, il y a l'interface GitLab que vous voyez qui est directement le logiciel de ticketing. Pour démarrer l'usine sur ce ticket, c'est très simple, il suffit de rajouter un label déclencheur. Donc voilà, on ajoute un petit label Ready for Agent, qui est notre label déclencheur. Et l'usine, à partir de là, c'est qu'elle va récupérer les tickets qui ont ce label et qu'elle va les mettre dans son pipe pour une réalisation. Donc, en l'occurrence, on va aller dans la partie activité du ticket et l'usine va nous communiquer son avancée et son travail à travers cette section activité. Donc, premier message qui est posté au nom d'un de nos développeurs, parce qu'en réalité, on utilise le token de ce développeur pour que l'usine communique. Ça permet, vu que chacun run des usines sur ses PC, de savoir qui est en train de travailler sur le ticket. Donc, on a un premier message qui est un message de claim, qui permet de dire qu'une des usines, en l'occurrence celle d'Alex, est en train de s'occuper de ce ticket. Et l'usine va communiquer à travers des petits messages. Donc, on peut voir un premier message intéressant parce qu'il vient nous donner un compte-rendu de la première étape de cette usine-là, qui est l'étape d'analyse. L'étape d'analyse qui permet de compléter le ticket avec des pistes techniques concrètes, donc vraiment pour avoir un développement très précis et très cadré. Et on a à chaque fois, dès qu'un rapport est fait, soit une partie de l'artefact qui est produit, donc en l'occurrence un analyse.md, soit un rapport spécialement produit pour que le développeur puisse facilement auditer ce qui s'est fait. Donc là, on enchaîne les étapes de planification, et on a les petits rapports qui viennent expliquer, voilà ce qui a été fait, voilà comment ça commence, etc. Ça permet un peu de revenir en arrière, une fois que le ticket sera produit. On n'a pas d'intervention humaine, jusqu'à maintenant, on va ça travaille automatiquement. À savoir que chaque étape vient ajouter des informations, notamment combien de temps ça a pris, ça s'est bien passé, et l'étape suivante. On peut les voir en en-tête de chacun de ces messages-là. J'ajouterai aussi une petite remarque sur le message d'Heartbeat, parce qu'en fait, le superviseur monitore les workers. Il a la responsabilité de leur cycle de vie, et à partir de là, il vient leur envoyer des messages pour savoir est-ce que tu es toujours en vie, est-ce que tu travailles bien, parce que certaines étapes prennent du temps, 10, 15 minutes. Donc, le superviseur vient dire, oui, il n'y a pas de souci, l'usine est en train de tourner, on continue. On arrive ici à une étape qui est très importante, vous voyez qu'il y a un petit peu du code, pas exactement du code, mais plutôt des rapports de changement de ce code-là. Donc, dans notre implémentation de code, on a le code imple, qui a pris 5 minutes à tourner. Vous voyez, pour un ticket, on a touché quand même à beaucoup de fichiers, mais c'est relativement rapide, parce qu'en fait, on est cadré, on est dans un clean context, on travaille avec peu d'informations, mais uniquement les informations qu'il faut. Donc, le LM ne prend pas énormément de temps à tout ingérer. On est en contrôle de ce qu'on lui donne, et ça permet d'être très efficace sur la production, tout en gardant la qualité. Une fois que le code source a été créé, on s'attaque au test, donc rédaction de test unitaire, fonctionnel. Dans le cas de ce ticket, on est sur du test unitaire, et voilà, on a un format qui est différent. Ici, on ne vient pas lister les fichiers avec le nombre de diffs, ici, on vient juste lister quels fichiers ont été touchés, quelles sont les fonctionnalités testées. Donc, les rapports sont customisables aussi. Le but, c'est de faciliter l'accessibilité aux rapports de l'usine. On enchaîne ensuite avec une étape un petit peu custom que ce client-là avait besoin, une étape de review pour agréger de la statistique sur chaque lancement de l'usine.
Et donc, cette étape de review qui arrive juste après le code check, vous allez voir qu'elle contient une spec, en fait. C'est-à-dire qu'on vient lister quels sont les problèmes rencontrés. On a un petit tableau qui vient dire qu'est-ce qui a été changé. On va le dérouler sous nos yeux dans la section revue de code. Et par la suite, on peut en tirer aussi les points positifs. Qu'est-ce que l'usine a bien réussi à faire par rapport au ticket initial, etc. Donc là, c'est dans une optique d'audit de fonctionnement de cette usine. On agrège toutes les statistiques et toutes les informations dans une optique aussi d'amélioration, mais aussi de retour développeur. On arrive maintenant aux étapes de collaboration, de livraison. On prend le code, on le push, on le rend disponible sur le logiciel de versionning. Et à partir de là, il y a une autre étape custom, dont je n'ai pas parlé dans la prod auparavant, mais qui est une étape pareille propre à ce client, qui est l'écriture de documentation. C'est-à-dire que le client a un besoin de dire dès qu'un ticket est fait, il faut qu'on puisse l'intégrer à notre doc. Donc, une étape qui passe très très vite. Et cette étape-là a pour but de juste poster une page qui résume le travail du ticket, qui est ensuite harmonisée à la fin de chaque sprint pour être intégrée à la documentation. On arrive ensuite à la vérification de l'AMR. Et donc, vous pouvez voir ici l'AMR avec la description de ce qui a été produit. Et on rentre dans le détail directement dans les fichiers de code produits. Donc, en l'occurrence, on commence par les fichiers de test. On peut voir ici que les tests sont bien calibrés avec un format standardisé d'après nos guidelines, des bons commentaires, des bons cas de test. Et par la suite, en fait, c'est là que la main revient au développeur de dire, bon, bah, l'usine a travaillé toute seule. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu à intervenir. Maintenant, c'est à moi de revoir le code et de valider qu'il correspond bien à ce qu'on veut dans notre propriété intellectuelle du SI. Voilà pour cette petite démo. Donc, je vais rendre la main à Nina pour la fin de cette présentation. Ça marche. Merci, Paolo. Faris, est-ce que tu voulais revenir sur l'amélioration continue ou tu veux faire ça à la fin? Je montre mon écran à la fin si j'ai le temps, si je ne m'étais pas trop verbeuse. Bon, ça marche. Donc, juste pour clôturer cette partie sur l'usine, on va parler rapidement du rôle de l'humain, parce qu'on a entendu beaucoup de choses dernièrement sur le fait qu'il n'y aura plus besoin de dev, ça va se faire tout seul. Et en fait, on n'est pas du tout d'accord avec cette vision-là. Pour nous aujourd'hui, par contre, les rôles, ils changent beaucoup. Et comme il a pu évoquer Paolo, en fait, au début, les rôles qui vont être importants, c'est qu'on a des informations en rentrant pour qu'on puisse faire des tickets corrects, qu'ils soient faits par des agents ou pas. Il y a toujours besoin d'avoir des idées en rentrant et une validation fonctionnelle. On a besoin aussi sur les apprentissages, sur les changements qui vont être proposés par l'usine. On a toujours besoin d'une validation pour pouvoir les mettre en place et de la même façon, une validation du code qui est généré. Donc, les développeurs, ils vont passer davantage du temps à valider les merge requests qu'en fait effectuer le code. Et bien entendu, à vérifier toutes les règles qui vont se mettre en place pour s'assurer que l'usine elle fonctionne correctement. Si on fait un bilan de ce que nous, on a pu constater depuis le début de nos travaux sur l'usine, là aujourd'hui, toute la partie, je récupère des tickets dans le GitLab, je les analyse, je fais les planifications, je mets en place le code, je fais les tests et je réceptionne entre guillemets l'MR, c'est automatique. Ça peut être fait par l'usine. L'humain, il va rentrer en jeu pour la validation fonctionnelle de ce qui a été fait, pour valider le code aussi. Il va rentrer en jeu pour la création des tickets et, comme j'ai dit tout à l'heure, la validation des règles d'amélioration continue que l'usine va proposer. Qu'est-ce que ça change pour nous concrètement aujourd'hui au sein des équipes et des DSI au sens large? Que le développeur, effectivement, aujourd'hui, il va faire beaucoup moins de code, des tests. Il ne va pas forcément traiter tous les MR en rentrant, c'est plutôt en sortant qu'il va les récupérer. Il va être beaucoup plus présent sur des choix d'architecture, sur la qualité, le logic métier qui va être intégré dans le code, et justement sur le calibrage et l'efficacité de l'usine. Le PO, par contre, il va faire beaucoup moins de relance sur les suivis et normalement, il va attendre moins longtemps, mais il va passer plus de temps, il va être plus focalisé sur la vérification des tickets qu'il va mettre en entrant, la validation fonctionnelle des tickets qu'il va récupérer, il va pouvoir piloter grâce à ces résultats. Et du coup, le manager, il va être moins sur la livraison manuelle et la gestion du retard, beaucoup plus sur le pilotage de l'usine, que ce soit sur le périmètre, sur les guidelines, sur le taux de réussite et sur les changements qu'il faut mettre en place pour améliorer l'usine. Je pense, avant de passer aux questions, Faris, tu veux qu'on prenne les questions en premier? Tu montres après?
On va peut-être faire comme ça. Tu as coupé le micro. Tu as peur que je déborde? Oh, pas du tout. Si, Pas du tu as tout. peur. Est-ce que Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir le micro et les mettre dans le chat, comme vous voulez. C'est plus des questions pour se projeter. Par rapport à ce qui a été présenté, qui est déjà hyper enrichissant, merci. C'est inspirant. Enfin, c'est complètement les questions qu'on se pose, hein, de toute façon, comment ça transforme les métiers chez nous. Est-ce que vous l'avez déjà vu à l'échelle de plusieurs équipes? Et est-ce que c'est la même usine logicielle sur plusieurs équipes? Ou est-ce que c'est un setup quelque part comme on avait dans une pour chaque produit, pour chaque équipe de développement? Tu m'entends, Quentin? Oui. Ouais. Alors, justement, parce que pour moi, Nina, tu la connais, elle est toujours bienveillante et elle dit le métier va changer, on va pas perdre les développeurs. Bah, ça dépend. Ça dépend si jamais les développeurs ils deviennent meilleurs, parce qu'en réalité, ils deviennent meilleurs. C'est une question d'évolution, c'est-à-dire que faut pas se mentir. Le fait d'automatiser ça, ça aide tout le monde à mettre les non-dits, tout ce qui était dans les projets, qui était dans la tête d'un peu des uns et des autres, au fur et à mesure de la correction des tickets avec les humains, on les met de plus en plus correctement rangés, on va dire. Ouais. Donc, ça veut dire que les entreprises qui ne sauront pas en parallèle faire monter leur tech, c'est-à-dire que il faut continuer à corriger des tickets, même si on sait qu'à 90-95% du temps, ils vont être bons. Pourquoi il faut? Parce que quand tu es dans les 5%, les choses qu'il va y avoir à trouver avec la machine, ça va être un peu sioux, un peu plus difficile. Donc, déjà, je voulais rebondir sur ce que Nina avait dit. Et après, quand tu parles de différents projets, bah, nous, on a des usines par projet. Alors, je vais… Ouais. Non, mais c'était mon intuition, mais je voulais… Ben, justement, là, ce que je montre, c'est que l'usine là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une usine auto-améliorante. C'est-à-dire que ce qu'a montré Paolo, c'est notre usine de base. En réalité, comme il l'a dit tout à l'heure, à chaque coup il y a quelque chose qui passe pas, qu'un développeur a dû intervenir avec la machine un peu plus en autonomie, trouver une branche, ben, il est passé sur un chemin un peu particulier. Est-ce que on est capable d'intégrer ça dans l'usine? Nous, donc on note tout, c'est-à-dire qu'on a les logs de tout. Mais par contre, pour que ça aille vite et pour vérifier que c'est reproductible, c'est notre métaverse. Qu'est-ce que c'est? On a pris GitLab sur, là c'est le Spark, c'est un environnement, un bac à sable complètement sécurisé. C'est l'idée de revenir dans le passé sur les branches GitLab. On est revenu 180 tickets en arrière pour un projet, pour le nôtre, là par exemple. Dans ces 180 tickets, on a regardé ceux qui ne s'emboîtaient pas, qui pouvaient être testables en parallèle. On en a trouvé 70, 60. Et à partir de là, on a trouvé avec 18 que ça représentait à peu près tout. Après, on le fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que une fois qu'on a laissé une machine avec un humain trouver un nouveau chemin pour l'usine, parce que c'est vraiment de l'exploratoire, et à partir de ce moment-là, c'est peut-être un nouveau test, un truc qu'on va rajouter, des informations qu'il faut, parce qu'on n'y avait pas pensé, parce qu'on n'avait pas encore exploré cette partie du système d'information. Donc, faut aller, et c'est là où et l'humain, avec sa possibilité de trouver des solutions, est important. Donc, c'est pour ça que je dis que
le métier évolue, nous on le fait sur plein de projets, mais la réalité c'est qu'il y a une structure de base, parce que si jamais je passe tu vois, si jamais je vais dans les logs, ici, hop, tu vois, tu as tout d'expliqué, il descend là, c'est en grisé parce qu'il est reparti, comme il dit, d'une graine, c'est-à-dire que c'était déjà une partie qu'il a analysée qui était stable. Ça veut dire quoi? C'est qu'il n'a pas eu à relancer la santé du ticket. Il n'a pas eu, il est reparti un peu plus loin, il est reparti du lint et puis tu as tous les détails. À chaque coup, tu vois ce qu'il a fait, les prompts qu'il a mis, ainsi de suite. Et ça permet comme ça à un humain de travailler en parallèle avec des IA. Et une fois qu'il a trouvé le bon chemin, parce que l'humain, il finit toujours par trouver le bon chemin pour réaliser le ticket, parce qu'il lui manque quelque chose, mais il y arrive. Enfin, l'idée, c'est est-ce que ce chemin, je peux le généraliser? Est-ce que je peux le mettre? Est-ce que je fais évoluer mon usine? C'est pour ça que quand tu dis est-ce que vous le faites avec plein de projets, en réalité, on fait une usine de base qui s'adapte au contexte. Pourquoi le mot contexte, il est important, c'est du contexte. Utilisateur, c'est ça que. Il s'adapte aux utilisateurs, au contexte, parce que c'est du contexte engineering. Ouais. C'est du contexte engineering. Et là, on fait de l'agentique, mais très guidé. C'est-à-dire qu'il y a des passages obligés où il va devoir, tu vois, passer par des tests, plein de petits tests, mais entre-temps, on amène les bons documents, et les bons documents, c'est pas les mêmes si jamais tu es dans un projet en React, que si jamais tu es dans un projet en Vue, que si jamais il y a des dépendances sur d'autres projets. Et c'est pour ça que je dis, la réalité, c'est que si tu veux de la qualité, c'est une bonne structure, et maintenant tout le monde sait à peu près comment ça marche, c'est-à-dire que il faut des espaces projets dédiés pour les IA, comme pour un développeur, il faut lui amener les bonnes choses, il faut des itérations. D'abord, tu revérifies si le ticket est bon, tu l'améliores un peu pour qu'il devienne bon. C'est toujours un travail avec des agents qui font le job, des agents qui critiquent, puis après il y a des plans, puis il y a du code, puis il y a des tests. Puis en réalité, c'est le puits. Tu vois, quand je reviens en arrière, c'est 32 étapes. C'est 32 et tu vois qui vont des checks sur est-ce que j'ai bien tout mis dans mon espace de départ, en passant par des guards dans le plan du ticket, machin, tac, et t'avances comme ça. Et après, tu dois revérifier si jamais tu fais évoluer quelque chose, et peut-être que c'est une étape de plus, peut-être que c'est un changement d'étape. Et une fois que tu as repassé ça, eh ben, tu as amélioré ton usine. Et ton usine, elle correspond plus. C'est exactement si jamais tu fais de la course automobile, admettons, mais tu spécialises une voiture. C'est pas que les pneus, c'est la voiture et tout, parce que tu sais que de toute façon, toi, tu feras que des circuits où il pleut. Je sais pas, j'ai dit ça, mais ben, là, c'est un peu la même chose. On va vers la performance dans ce sens-là. J'ai trop parlé, comme d'habitude, tu avais raison. Je sais pas si jamais ça répond à ta question, mais. Oui, complètement. Vas-y. Pas plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vais rajouter un petit truc. La façon, 2 minutes, la façon dont on l'a structuré, ça permet de garder votre indépendance. Il y a des grandes batailles qui sont en train de se jouer ces temps-ci sur le fait que les DSI vont mourir si jamais elles donnent tout à Elon ou à Elon Musk ou à d'autres, dans le sens où pourquoi ils se battent sur les outils comme Claude Code parce que toute la logique là, de l'enchaînement de l'usine, soit vous le gardez en interne, on vous aide à la monter et c'est à vous, soit demain, ils ont des agents qui ont tellement mémorisé, ils vous les louent, mais si jamais c'est le cas et que vous ne gardez pas cette propriété, parce que le métier monte d'un cran, c'est-à-dire que demain, c'est ceux qui vont savoir optimiser les tokens. Et la réalité, c'est que nous, la plupart des crans, là,
ils sont décomposables. Même quand il y a de l'IA, on est capable de changer et de faire travailler une IA en local. C'est-à-dire que moi, à côté, alors je ne sais pas si je vais pouvoir le déplacer comme ça, mais je vais essayer, je vais me brûler parce qu'il est très chaud. J'ai mon Spark, là, mon petit truc. C'est le petit truc d'NVIDIA où j'ai, par exemple, mon 122B Qwen, qui est comme un Sonnet 4.6 et qui me fait la même chose. Ça veut dire que je suis capable de me débarrasser de Claude. J'ai gardé, comme j'ai décomposé en des petites tâches avec, je lui demande pas de tout savoir faire avec toutes les informations. Je lui demande de très bien, j'ai fait du Fordisme, on a fait du Fordisme. C'est-à-dire que c'est un agent, mais on le spécialise dans une tâche, on lui amène le bon entourage, les bons éléments, et il bosse bien. Et ça, grâce à ça, vous êtes capable, si jamais vous allez dans ce sens-là, de rester indépendant de tout le monde. Parce que nous, il y a une tâche là-dedans qui est encore touchy, c'est le plan. Ça paraît simple, mais non, en réalité, c'est là où ça demande d'aller regarder plein de choses, les dépendances, plein de choses. C'est là où ils font un gros modèle. Mais pour les autres choses, il y a plein d'endroits où c'est pas la peine. Des plus petits modèles rapides, ils iront très bien. Et ça vous fait manger moins de tokens, ça vous coûte pas et ça vous rend indépendant. Et la bataille qu'on est en train de vivre sur le développement, elle est générale à l'entreprise. Parce que, en réalité, former un outil, un agent, c'est comme entraîner un sportif. Un sportif de haut niveau, c'est un athlète à la base, mais il va être sportif de haut niveau en judo, il va être sportif de haut niveau en rugby, mais il ne peut pas passer de l'un à l'autre comme ça parce qu'on l'a formé pour faire des micro-gestes qu'il sait très bien faire. Ben là, c'est un peu la même idée. Ben, vous allez retrouver exactement les mêmes robots qu'on va former, et c'est ce que, là, ils veulent tous vous vendre des agents qui vont aider le comptable, des agents qui vont aider c'est exactement comme le développeur. Mais sauf que ils vont regarder où vous cliquez, ce que vous faites, ils vont enregistrer toute la séquence, et après, ils vont vous le louer très cher. Parce que une fois que vous aurez perdu ce métier, parce qu'il sera récupéré ailleurs, vous aurez perdu votre autonomie. Donc, je pense que l'implantation des usines, c'est structurel pour l'entreprise. Parce que ce ne seront pas que des usines de développement. Ce sont des usines sur l'ensemble de la chaîne. J'arrête, Nina. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup à tous. Normalement, vous allez recevoir le replay automatiquement de Google. Si jamais ce n'est pas le cas, je pense on va le glisser dans un mail aussi et dans lequel on va vous envoyer notre livre blanc sur le développeur augmenté qu'on a publié cette semaine. Donc, on va vous l'envoyer aussi dans l'après-midi si tout va bien. Il y a un peu de lecture pour ce week-end. Mais comme on dit à chaque fois, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions, vous voulez échanger sur des sujets. On est toujours ravis de faire avancer ces sujets du développement assisté par l'IA et même ces changements profonds dans l'entreprise. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci.